BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face aujourd'hui entre Sébastien Corchia et Philippe Béchade. Bonjour messieurs. Bonjour. Sébastien pour Mescartem, Philippe Béchade pour la bourse au quotidien. Un petit regard sur les marchés, Sébastien, c'est un petit peu à chaque fois vous qui ouvrez le feu dans ce face-à-face avec Philippe par une petite saillie sur les marchés. Vous nous aviez promis des choses, ça se tient pour le moment ou pas? Oui, écoutez, je reste exactement sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que je vous avais promis, entre guillemets, ce que je vous avais dit, c'est ce que je pensais. C'était il y a 3 semaines, environ 2% en dessous du niveau actuel. Je vous avais dit, attention, nous devons impérativement remonter notre niveau de vigilance et pas nous faire endormir par ce marché qui continue un peu à nous endormir, on le voit. Et si je devais à nouveau résumer et le donner par une image, c'est un marché boursier qui va très bien, qui on a l'impression qu'il est en bonne santé, mais qui, à mon goût, a une prise de sang qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est constante. J'en veux pour preuve la volatilité, la cherté, son PER, les taux. L'intervenant précédent de Ports en Part évoquait ces taux français qui n'allaient pas dans le sens du consensus. Bref, tout un tas de constantes qui font la vie de ce marché sont pas dans les bons sens et sont en dehors des normes, et largement en dehors des normes. Et tout le monde se pose des questions, mais personne n'ose véritablement... je dirais, appuyer sur le bouton, ou ceux qui l'ont fait de vendre sont pris un peu les doigts dans la porte. Moi, quand c'est comme ça et que personne, c'est pas que personne ne comprend rien, mais tout le monde a des doutes sur ce marché, et notamment ce marché américain, je reviens des fondamentaux extrêmement simples. Ceux qui ont fait que comment on a fait de la bourse depuis la nuit des temps, j'allais dire, en tout cas comment moi je l'ai apprise, c'est tout simplement par quelques adages boursiers qui ne trompent jamais. Et on achète au son du canon, et on vend au son du violon. Et pardonnez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est un peu le son du violon. Je ne veux pas dire que, attention, et je l'avais dit la dernière fois, que nous allons redescendre dans un bear market et repartir dans quelque chose. Non, je vous dis, ce marché, il a un besoin de retour à la moyenne sur ses constantes, volatilité, valorisation, etc. Je crois qu'on en est toujours au même endroit et que ça se renforce un petit peu chaque jour. Et je me souviens d'une autre chose que j'avais pu vous dire en début d'année, c'était que en début d'année, je vous avais dit, ce marché, il faudra y faire très attention à l'automne. Et je vous avais dit, il s'arrêtera quand la value vaudra le prix de la croissance, entre guillemets. C'est-à-dire les valeurs croissantes. C'est pas exactement le cas. Simplement, quand on regarde la value, on peut le regarder avec plein d'éléments de valorisation, notamment un qui s'appelle le price to book, qui est un peu la valeur à la casse du marché. Et on peut le regarder sur la croissance et sur les valeurs value. Bah, aujourd'hui, quand vous regardez ça, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Quand ils le regardent, on s'aperçoit qu'on est complètement suracheté sur les valeurs dites de value. Bref, qu'on arrive à cette convergence où finalement vous savez plus entre quoi acheter au sein de ce marché, d'où le fait qu'il patine. Donc moi, oui, je reste sur ce que je vous ai dit il y a pile 3 semaines, un grand niveau de vigilance. Enfin, il patine, sauf que quand vous étiez venu il y a 3 semaines, on était sous les 5000 soins. On était a repris 2,5% depuis. On était 2,5%. Mais notre métier et notre recherche, c'est si on pouvait vendre au plus haut et au plus bas, j'adorerais. Oui. Mais c'est aussi de trouver des zones qui sont des zones où le couple risque-rendement n'est pas le bon. Je l'ai dit peut-être avec 1 mois d'avance, peut-être j'en aurai encore un de retard. Mais je suis désolé, je dois dire, il y a un très mauvais couple risque-rendement. Philippe, votre analyse du marché, du contexte actuel dans lequel évoluent les grands indices? Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a un peu de différence, effectivement, entre les marchés américains qui inscrivent record sur record, le Nikkei qui enchaîne des séries inédites depuis des dizaines d'années, et puis notre marché parisien. De tous les temps. Ouais. De tous les temps. Les marchés américains, je permets de couper Philippe, mais les marchés américains, on est sur une séquence où j'ai lu qu'on était à 484 séances où il y a pas eu de variation depuis 5%. En gros, depuis la ça, il adore ces chiffres-là, Philippe. Bah, c'est les records. Hein, on est sur des records. On a une série comme ça aux États-Unis. Alors, on peut trouver. Moi, je trouve plein d'explications à tout ça, hein, notamment qu'il y a de la croissance. Elle est synchronisée dans le monde. Il faut pas. J'étais un des premiers à dire la croissance revient en Europe. Elle est là. Mais ça va peut-être un peu trop vite boursièrement. Je repasse la parole à Philippe, mais... Ouais, on est sur des comportements de marché qui prouvent qu'il n'y a pas de
Enfin, il n'y a plus de psychologie analysée depuis très 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 longtemps. Enfin là, je cite par exemple les 65 records historiques battus par le Nasdaq. Alors hier soir, on a 2 Nasdaq. On a le Nasdaq Composite plombé par TripAdvisor, par Priceline, qui perd 0,3. Et vous avez le Nasdaq 100 qui contient les GAFA, qui prend 0,11 et qui inscrit donc son 65e record de l'année. Il y en a eu 57 sur le Dow Jones. C'est absolument hallucinant. Mais quand on détaille ensuite la performance du Nasdaq 100, les GAFA, c'est 75% de la performance. 4 titres représente 75% de la performance du Nasdaq 100. C'est aussi une situation comme on n'a jamais vu. Et qui montre une chose, c'est que le benchmark est absolument tout puissant. Vous trouvez peut-être que Facebook, que Alphabet sont chèrement valorisés. Peut-être moins Apple. Quant à Amazon ne rapporte rien. 0, ça dégage pas de profit ni de dividendes. Mais vous êtes obligé d'en avoir. Et si vous n'en avez pas, vous sous-performez, vous êtes un mauvais gérant. Si vous avez un gérant qui, lui, se contente de répliquer l'indice et que vous êtes méfiant par rapport à ses fusées, eh ben, vous sous-performez, vous êtes mauvais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas faire autrement que de suivre le troupeau, de suivre le benchmark. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. En ce qui concerne les valorisations, oui, j'entendais hier David Costin, le stratège de Goldman Sachs, dire « Oui, mais les GAFA, de toute façon, leur marge, leur progression des profits est de toute façon supérieure aux autres valeurs. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'en faire. Donc c'est toujours le fameux TINA, there is no alternative. Et un marché où il n'y a pas d'alternative, c'est pas un marché, je le répète. Vous sentez l'âme d'un mouton malgré votre pirate? Je me sens l'âme d'un Philippe et vous me l'aviez fait remarquer la dernière fois que je m'étais métamorphosé en Philippe. Ça faisait 10 mois que je n'étais pas comme un Philippe et que j'avais dit que je deviendrais un moment comme un Philippe et je le suis parce qu'il a raison sur ses poids de valeur dans les indices. Je vous rappelle en 1999 que France Télécom, je fais un parallèle avec ce qu'il disait sur Apple et les GAFA sur le Nasdaq, c'était 18% du CAC 40. Et que ça a créé un tel problème qu'on a inventé quelque chose qui s'appelle le facteur de plafonnement, tout le monde l'a oublié, mais aujourd'hui, une valeur du CAC 40 ne peut pas représenter plus de 15%. C'est le facteur de plafonnement parce qu'on n'a plus jamais voulu revivre ces problématiques de ne pas pouvoir répliquer les indices. Les facteurs de plafonnement sont plus faibles sur d'autres indices. Donc aujourd'hui, vous avez un problème effectivement sur ces Apple. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand on achète l'action Apple, on achète la vente des iPhones. Parce que aujourd'hui, c'est presque un asset management à lui tout seul, Apple. En fait, on achète les futures promesses. C'est-à-dire un groupe en mouvement vous achetez permanent. Une gestion de trésorerie indexée sur un risque très fort qui est celui de la remontée des taux qui, comme un bilan d'assureur, peut faire exploser le bilan d'Apple. Vous verrez que quand les taux remonteront aux États-Unis, une des valeurs qui sera shortée, ce sera Apple, parce que dans son bilan, elle se prendra toute la hausse des taux. C'est quand même une histoire de dingue. Donc, moi, je dis, et c'est là où je me transforme ponctuellement, parce que je reviendrai dans la logique qui est la mienne d'ici à quelques semaines, et je dis, Philippe a raison, il y a des risques, et qui sont des risques technique. C'est ça qui me fait peur et c'est un peu la prise de sang que j'évoquais. Mais on peut aussi voir le revers de la pièce, c'est-à-dire que si ce sont juste 4 ou 5 valeurs qui portent le Nasdaq, qui portent les indices aussi vu la taille et la capitalisation d'Apple, si ce sont juste 4 ou 5 valeurs qui sont peut-être surachetées, c'est-à-dire que les autres ne le sont pas tant que ça. Et quand on dit que Wall Street est cher, on parle de 4-5 valeurs et pas des centaines d'autres. On parle de toutes les valeurs parce que si vous regardez le Russell 2000 par exemple, le Russell 2000 intègre une cherté liée à un plan de Donald Trump qui, très honnêtement, est-ce qu'il va être intégré tout de suite? La réforme fiscale. La réforme fiscale, est-ce qu'elle va apporter réellement de la croissance? Et moi, j'ai du mal à croire qu'on fasse un stimulus fiscal quand vous avez une économie qui est en plein emploi. Ça sert strictement à rien, ça coûte très cher et ça va la faire en surchauffe. Donc, il y a quand même, faut l'avouer, il y a de l'exagération. Alors, ça peut durer un certain temps, on l'a vu dans d'autres périodes. Et encore une fois, je le répète, j'insiste, je suis pas dans une logique de bear market. Je dis juste, on a tous connu ça, on comprend, on dit tous, et tous les intervenants, je suis sûr, et même les gens avec qui je parle, d'autres gérants, ne comprennent pas ce marché. On le comprend pas, c'est qu'il a un problème, et
On achète au son du canon, mais aussi on vend au son du violon. Et la réforme fiscale, vous vous en méfiez. Donc, Donald Trump la baptise cut, pour couper les coûts. Cut, on peut aussi penser que ça viendra quand les poules auront des dents, quoi, c'est ça? Enfin, quand on le voit d'un point de vue français. Oui, on peut le dire comme ça, que ça viendra ou ça viendra pas. Et de toute façon, qu'est-ce que le marché a acheté? Il a sûrement acheté la réforme dans son intégralité, qui de toute façon ne peut pas être financée dans son intégralité. Donc on va la délayer au fur et à mesure, et elle aura plus d'effet. Moi, je trouve que les marchés américains, notamment l'Eurosol, il n'y a pas que Apple, sont beaucoup trop chers. 1 an de Donald Trump. Dans le gâteau d'anniversaire, on a effectivement une réforme fiscale qui traîne, on a des tweets, on a un nouveau patron de la Réserve fédérale, on a beaucoup de choses et on a du mal à comprendre quelle est la vraie justification. Alors Monsieur Trump, lui, dit les 30% de hausse des actions américaines depuis le 8 novembre 2016, c'est moi, on approuve mon action, etc. Quand on fait le bilan, effectivement, il y a pratiquement zéro. La réforme fiscale, elle est, je suis d'accord avec Sébastien, un petit peu inutile, puisque déjà pour les 500 plus grandes capitalisations, l'optimisation fiscale étant largement pratiquée, abaisser le taux à 20% quand les entreprises en payent 12 en moyenne, ça va favoriser effectivement quelques valeurs du Russell 2000 qui a connu une accélération assez phénoménale cette année, c'est vrai. Puis quand j'entends la justification, redonner aux entreprises le moyen d'investir. Mais est-ce qu'on a conscience que depuis 3 ans, les entreprises américaines, non seulement elles ont trop d'argent pour investir, mais elles en sont à des 650 milliards de rachats de titres par an. C'est-à-dire que quand on rachète ces titres, c'est que vraiment on n'a rien d'autre à faire avec son argent. C'est-à-dire que on a épuisé les objectifs de croissance, on a étudié des rachats, finalement il n'y a rien qui soit vraiment attractif, diversifié, délocalisé, on a déjà tout fait, on a déjà optimisé fiscalement. Si on restitue encore plus d'argent, ça va servir une nouvelle fois à des rachats de titres pour soutenir surtout le dividende. Et la période de Trump, non seulement il y a rien dans son bilan, mais en plus de ça, vous apercevez que si on retire l'effet rachat de titres, on n'a pas une progression des bénéfices aussi spectaculaire que ça. Et que c'est un des effets du rachat de titres, notamment aux États-Unis, c'est le fameux bénéfice par action. Voilà, ça augmente le bénéfice par action. Et vous avez surtout, depuis l'arrivée de Monsieur Trump, l'expansion des multiples de capitalisation. La hausse des GAFA va 3 à 4 fois plus vite que la hausse des bénéfices. Certes, la hausse des bénéfices va vite, mais quand vous êtes à 45, 50, 60% de hausse sur Netflix, on est à 95% sur Nvidia. Bon, on est complètement dans la stratosphère, mais on a tellement pris l'habitude de se la jouer comme ça, et on est tellement habitué à tout acheter à crédit, parce que là aussi, on atteint des sommets de détention de titres à crédit, et Sébastien a raison, le jour où les taux augmentent, le coût de portage des actions deviendra insoutenable. Un grand mot sur ces États-Unis, on se dit que de notre côté tout va bien, ou bien notre banque centrale, elle doit jongler aussi avec des crises comme la crise catalane, avec les incertitudes du Brexit, ou bien elle peut se contenter de se concentrer sur les chiffres de croissance qui vont bien, sur les PMI qui vont bien. Il y a 2 ans, la croissance, on la cherchait quand même. Je crois que notre banque centrale, elle a donné un message très clair au marché. Vous n'avez rien à craindre jusqu'en 2019. De toute façon, je vais baisser, mais avec tous les réemplois qu'il y a d'émissions obligataires qui arrivent à échéance, avec quand même ce que je vais mettre sur la table tous les mois et autres, il peut rien se passer. Et je pense que elle fait son job en voulant éviter ce que les États-Unis ont assez bien fait aussi, c'est d'éviter le fameux crack obligataire que tout le monde avait peur. Donc elle donne de la visibilité, de l'assurance, et elle crée malheureusement les conditions de distorsion sur les marchés de valorisation, parce que elle est toujours là. Après, est-ce que les effets catalans ou autres, on le voit aujourd'hui,
J'imagine qu'elle en prend acte et qu'elle l'intègre dans son scénario, mais force est de constater que pour l'instant cette histoire elle fait un peu pchit et qu'il se passe pas grand-chose. Moi je préfère regarder comment se comportent les taux espagnols pour comprendre un peu quelle est la psychologie de marché là-dessus plutôt que celle de la Banque centrale. Et je vois qu'il n'y a pas de panique à bord, donc je suis pas inquiet pour l'instant sur. Je serais plus inquiet sur des problématiques italiennes par exemple à venir que sur le sujet catalan qui faut pas le mettre de côté, mais qui pour l'instant est quand même bien cloisonné, n'est pas pour moi un élément de perturbation. On a peut-être parlé longtemps des États-Unis, mais je crois que le problème il est plus là que chez nous où tout va très bien, il faut se le dire. Et où tout va continuer d'aller bien, la croissance, oui. Les bénéfices d'entreprise, là plus 10% encore. Enfin c'est. Oui, plus 10% encore. Plus 10%. Pour le deuxième trimestre d'affilée. Oui, mais ça faisait 5 ans ou 6 ans qu'on commençait à 10, c'était qu'on arrivait à 0. Pour la première fois, et on l'a dit au début de l'année, on va avoir des prévisions qui seront tenues et voire rehaussées. Donc moi, je suis content de vous entendre dire plus 10% encore. Oui, c'est la première fois depuis 6 ans, donc c'est très bien. Mais c'est pour ça, c'est pour nous en réjouir. Et ça va continuer l'année prochaine. Sur le fait que le cycle est pas mal, ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune raison que le cycle boursier se retourne durablement. Bon. Je dis juste qu'il y a des excès à corriger. Il n'y a jamais de raison pour rien, puisque le marché est sous hypnotique, sous morphine monétaire, et il ne se rend compte de rien. Alors l'exemple catalan, moi j'essaie de l'évaluer, moi au travers des marchés de taux, regardez où où en est le 10 ans espagnol, les bonos. Leur rendement s'est détendu de 25 points depuis le début de la crise. On est revenu de 1,65 à 1,40. 1,48 aujourd'hui. Alors ça remonte un petit peu aujourd'hui, mais hier vous aviez une baisse coordonnée du 10 ans italien. Enfin, c'était merveilleux hier. On était revenu pratiquement au plus bas de l'année. Ce qui est fantastique, c'est qu'en ce moment, en fait, tout monte en même temps, les actions, les marchés obligataires, le pétrole, 57,50, les commodities, tout monte en même temps. Citez-moi là aussi une période dans l'histoire où tout a monté en même temps. Il y a un moment quand les actions montaient, ça veut dire que les marchés obligataires s'en détournés un petit peu. Là aujourd'hui, tout monte de façon coordonnée. Et pour terminer, il y a un problème. Les vieux boursiers, ceux qui sont plus vieux que moi, aiment bien vous rappeler, comme les adages aussi, ils aiment bien vous rappeler que généralement un marché haussier commence avec le pétrole et finit avec le pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, il monte avec le pétrole parce que vous imaginez un retour de la croissance et que les choses vont aller mieux, et donc on va par les matières premières. Et je vais pas dire il meurt, mais il s'épuise par les matières premières et autres parce qu'elles amènent de l'exagération et de l'inflation potentiellement, et donc effectivement. Et donc là, la petite poussée sur le pétrole. Et là, la petite poussée sur le pétrole, mais surtout sur les métaux. Elle est pour moi un signe que ce cycle est un petit peu à bout de souffle. C'est pas un crack que vous craignez, c'est une consolidation, c'est quoi, c'est 4-5%, Sébastien, juste pour donner la proportion. Ça peut être un peu plus. C'est une sorte de... Allez, si vous deviez régler votre télévision, à un moment, vous l'avez tellement déréglée, etc., que vous allez faire réglage usine. Ça ne veut pas dire que votre télé, elle va s'éteindre, rien du tout. C'est que vous allez la remettre sur les normes de base qui sont celles pour que vous... On attend le réglage usine. On attend le réglage. Et on est quoi, 10% au-dessus des normes de base, là? Combien? Petit chiffre. Oui, 7. Par rapport à la moyenne longue, les indices sont... je parle des moyennes à 200 semaines, on est entre 30 et 40% au-dessus. Là aussi, du jamais vu. Ouais, mais ça, c'est pas le réglage. Moi, j'irais vers un 7 déjà. Pour commencer. Sébastien Corchia pour Mescart, Philippe Béchade pour la bourse au quotidien. C'était le face-à-face du jour. Et on parlait du pétrole.